Voilà, nous en venons maintenant à la fiscalité des revenus des sociétés et autres personnes morales, autrement dit plus simplement à l'impôt sur les sociétés. Je vous propose dans les deux slides qui suivent quelques éléments pour présenter le sujet. On examinera d'abord la place et les origines de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, je dirai quelques mots sur les évolutions récentes de cet impôt. Alors d'abord, la place et l'origine de l'impôt sur les sociétés dans la fiscalité française des revenus des entreprises. C'est notre sujet, c'est notre cours. Alors on a vu depuis le début du cours que l'imposition des revenus, je dis bien des revenus, et non pas des échanges ou du patrimoine, qui sont des impositions anciennes. Donc l'imposition des revenus était une notion relativement récente. Au fond, pas beaucoup plus d'une centaine d'années en France, avec la création en 1914 de l'impôt général sur les revenus, sur le revenu, et sa mise en forme presque définitive en 1917. Cet impôt sur les revenus a visé initialement les seules personnes physiques percevant des revenus de toutes origines. Alors quand je dis toutes origines, je veux dire origine professionnelle ou non professionnelle. Donc on vise à l'époque, dans un même impôt, les revenus du travail dépendant, comme on dirait maintenant, à savoir les salaires essentiellement, les revenus du travail indépendant, à savoir les bénéfices ou les profits que tirent des entrepreneurs de leur travail en entreprise, les revenus du capital, donc les dividendes d'actions, les intérêts des prêts et les rentes versées en contrepartie de bons du trésor ou d'obligations, les plus-values, les revenus de transfert, les pensions et allocations diverses, quoique encore peu répandues au début du XXe siècle. Donc on décide à cette époque-là, il y a une centaine d'années, d'imposer les revenus de toutes origines, professionnelles et non professionnelles, comme on vient de le voir, mais aussi de toutes origines géographiques. C'est-à-dire des revenus de source française, autrement dit de l'argent gagné en France, sous-entendu la France fiscale, hein, qu'on a défini à la fin de la première partie, et des revenus de source étrangère, en d'autres termes, l'argent gagné en dehors de cette fameuse France fiscale, autrement dit en dehors, pour schématiser à grands traits, des départements. Du point de vue de l'imposition des entreprises, l'idée était finalement très simple. L'idée était qu'en imposant les personnes physiques, on réussissait à imposer, par ce fait même, tous les revenus créés par les entreprises que ces personnes physiques possédaient. Donc on a vraiment quelque chose de très large. Alors la possession pouvait être directe, c'est le cas par exemple d'un contribuable propriétaire individuellement de son entreprise, par exemple un commerçant, un artisan, un restaurateur, un médecin, un expert comptable, etc. Donc ce qu'on met dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux et puis dans le cadre des bénéfices non commerciaux. Donc les personnes physiques peuvent posséder directement leur entreprise ou peuvent être copropriétaires, si on peut dire, ou posséder indirectement, par voie de participation à des sociétés par exemple, des entreprises. Ici, ce serait le cas d'un contribuable possédant des actions ou des parts sociales, etc., dans une société, et recevant de ce fait une partie des bénéfices de cette société, de cette entreprise. Alors malheureusement, si on peut qualifier les choses comme ça, malheureusement, en prenant l'initiative de créer en 1948, cette fois, un impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, en pratique on utilise simplement dans le langage courant, et on utilise dans ce cours les termes d'impôt sur les sociétés, le gouvernement et le Parlement français de l'époque vont considérablement perturber la simplicité de l'imposition des entreprises qui avait été établie en 1917. Alors, cette simplicité était basée sur l'imposition des revenus des seules personnes physiques, quelle que soit leur activité. Sous-entendu, que la personne soit salariée, donc travailleur dépendant, comme on dit en fiscalité internationale, ou travailleur indépendant, ou même que cette personne ne travaille pas mais ait travaillé dans le passé et perçoive des pensions, ou ne travaille pas et soit au chômage et perçoive des allocations, bon, qu'importe.
l'imposition des revenus était fondée sur les seules personnes physiques, quelle que soit leur activité. Alors ce point était extrêmement important en termes de simplicité. Or, cette distinction qui a été créée à partir de 1948 et la création de l'impôt sur les sociétés, entre les personnes physiques et les personnes morales, n'est donc ni vraiment appropriée, ni vraiment efficace. En réalité, la distinction personne physique, personne morale me semble avoir vraiment perturbé la simplicité du modèle fiscal français initial, fondé en 1914-1917, sur l'imposition des revenus des seules personnes physiques. Si on y regarde bien, depuis 1948 et donc la création de l'impôt sur les sociétés que je viens d'évoquer, l'imposition des revenus des entreprises se divise donc en, d'une part, l'imposition des personnes physiques qui exploitent en leur nom personnel et pour leur propre compte une entreprise. Alors cette imposition est rattachée à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors retenez bien cet aspect-là, hein, ces éléments de définition. En termes d'entreprise, l'impôt sur le revenu des personnes physiques va viser les personnes physiques qui exploitent en leur nom personnel et pour leur propre compte une entreprise. Ça, c'est un aspect important, je dirais, à conserver à l'esprit. Donc, c'est le premier aspect de l'imposition des revenus des entreprises, l'imposition des personnes physiques qui exploitent, etc., comme je viens de le dire. Et d'autre part, l'imposition des entreprises constituées sous forme de personnes morales, essentiellement des personnes morales à but lucratif, autrement dit des sociétés. Et cette imposition des entreprises constituées sous forme de personnes morales va être rattachée à l'impôt sur les sociétés. Donc deux grandes branches que j'ai déjà évoquées, que j'ai même déjà dessinées. Si vous vous souvenez, on a des représentations graphiques de ça. Alors quand je dis que la distinction personne physique, personne morale n'est ni vraiment appropriée ni vraiment efficace pour couvrir l'imposition des entreprises, c'est en particulier parce qu'il a fallu mettre en œuvre une deuxième distinction qui, elle, va être relative aux activités économiques pratiquées. Alors je résume, pour bien retenir ces points qui sont fondamentaux dans ce cours de fiscalité des revenus des entreprises. Il n'existe pas dans la fiscalité française une catégorie unique de revenus de l'entreprise, avec un mode homogène d'imposition. Là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Quel que soit le type d'entreprise à laquelle vous appartenez, quel que soit le type d'entreprise que vous allez créer, sachez qu'il n'y a pas une catégorie unique de revenus de l'entreprise avec un mode homogène d'imposition. Donc la manière dont vous allez créer l'entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, la manière dont elle va être créée, va impliquer un mode particulier d'imposition. Et ces modes ne seront pas du tout homogènes, ou pas vraiment homogènes, même s'il y a des parentés, on l'a vu, autour de la notion de bénéfices industriels et commerciaux. On va voir dans cette section sur l'impôt sur les sociétés que l'impôt sur les sociétés ressemble pas mal aux bénéfices industriels et commerciaux, mais qu'il y a des différences. Donc, premier aspect, il n'existe pas dans la fiscalité française une catégorie unique de revenus de l'entreprise avec un mode homogène d'imposition. Autrement dit, et c'est ce que ça veut dire, les bénéfices des entreprises, que nous appelons, nous, les entreprises, dont nous avons vu que le terme n'était pas vraiment défini dans la légalité, dans le Code général des impôts ou dans d'autres codes, les bénéfices des entreprises vont être en fonction de la nature du contribuable, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Quand je dis nature du contribuable, c'est est-ce que c'est une personne physique ou est-ce que c'est une personne morale, et en fonction des activités économiques pratiquées par cette entreprise. Alors les activités peuvent être commerciales, peuvent être artisanales, peuvent être industrielles, peuvent être libérales, ou même d'autres types d'activités, y compris des activités illégales, qu'on pourra rattacher quand même à des mécanismes d'imposition. Eh bien, ces bénéfices des entreprises vont être classés en différentes catégories qui vont obéir chacune à des règles propres. Ça, c'est un point important. Alors, quelles sont ces catégories? Eh bien,
j'allais dire, vous les connaissez déjà, même si on n'a pas tout vu dans le détail, on en a déjà vu pas mal. Il s'agit pour l'essentiel des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, des bénéfices non commerciaux, les BNC. Alors je redis que les BIC et les BNC sont inclus dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Excusez-moi d'être un peu lourd, mais comme les choses ne vont pas de soi, je vous rappelle que la fiscalité s'est constituée de manière un peu pragmatique, avec des strates qui se sont additionnées presque chaque année, avec des particularités, etc. Là, on essaye de résumer à grands traits en disant, bah oui, il y a le système de 1917 qui a été complété et compliqué en 1948, mais c'est pas, c'est une simplification un tout petit peu outrancière. Ça n'est pas que ça, en fait. Entre ces périodes-là, il y a eu chaque année, à chaque vote de la loi de finances, des aménagements qui ont été portés au Code général des impôts sur l'imposition des entreprises. Et donc, je disais, on connaît ces catégories, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, qui appartiennent, eux, donc à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et une troisième grande catégorie, si on met à part les bénéfices agricoles qu'on n'a pas étudiés et qui se rattachent à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, cette troisième grande catégorie, c'est l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Alors s'agissant maintenant de la place de ces trois impôts, BIC, BNC et IS, impôt sur les sociétés, je rappelle pour information quelques ordres de grandeur à la louche. En France, on a environ 1,8 million d'entreprises qui sont redevables à l'impôt sur les sociétés. Qui sont pour la plupart constituées donc, en sociétés de capitaux, on va voir ça tout de suite. Environ 800 000 entreprises qui sont imposables aux bénéfices industriels et commerciaux, BIC, et environ 580 000 à 600 000 entreprises qui sont imposables sur les bénéfices non commerciaux. Donc voilà à peu près pour la place quantitative, je dirais, de ces trois impôts en France, dans la fiscalité française. On voit à peu près les ordres de grandeur. Alors il y a plusieurs règles qui sont communes aux deux impôts, du fait de cette sorte de filiation avec un écart d'une trentaine d'années. Alors c'est le cas par exemple, comme je l'indique sur la diapositive, des règles relatives à la détermination de l'assiette imposable pour les bénéfices industriels et commerciaux, et en partie pour les bénéfices non commerciaux, et pour l'impôt sur les sociétés, pour l'IS. Le Code général des impôts renvoie tout simplement aux mêmes articles, à savoir les articles 34 à 45 du CGI, du Code général des impôts, et 53A à 57 du CGI. Ça, c'est un premier aspect qui est très 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 important. On a vu, on en a parlé en tout cas, de l'importance de l'assiette dans le calcul de l'impôt. Et voilà, sur cet aspect-là, on a énormément de règles communes, tout simplement par un renvoi des règles applicables à l'impôt sur les sociétés aux règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça, c'est un point très très important. Deuxième aspect qui est important, on a également, avec des aménagements qu'on verra, des règles communes en matière de principes déclaratifs. En matière de principe, on va voir que dans le détail ça change un tout petit peu, mais le principe c'est effectivement, comme pour tous les citoyens, comme pour tous les contribuables, le fait que les contribuables et donc les sociétés doivent déclarer l'assiette imposable. Troisième, je rajoute deux autres aspects, deux autres points communs aux deux impôts, aux deux types d'impôts, bénéfices industriels et commerciaux et impôts sur les sociétés. Troisième aspect, l'annualité. Cette annualité peut être décalée par rapport à l'année civile. Donc c'est un point commun, je dirais secondaire pour ce qui nous concerne dans notre approche très générale de la fiscalité et des revenus des entreprises, mais c'est un point à noter. Et enfin, je rajoute pour mémoire, mais vous avez ça en tête je pense,
que l'impôt sur les sociétés et l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont des impôts d'État, sont des impositions d'État, c'est-à-dire fixées par l'État au profit, si on peut dire, à destination de l'État. Alors ça, c'est pour les points communs que j'évoque sur la diapositive. Il y a quand même quelques différences entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur revenu des personnes physiques applicable aux entreprises, donc dans les deux catégories BIC et BNC. Ces différences, en fait, en pratique, je dirais, justifient la présentation que je vais faire. Une présentation à part dans ce diaporama. Si toutes les choses étaient communes, je me serais contenté de quelque chose d'assez rapide. Malheureusement, si on peut dire, il y a quelques différences entre l'impôt sur les sociétés et ces impôts de référence que sont l'IRPP, catégorie BIC et catégorie BNC. Alors, quelles sont concrètement ces différences qu'on va voir ensemble dans cette fin de diaporama. D'abord, les champs d'application personnelle et territoriale de ces catégories d'impôts, en particulier IS et BIC, ne sont pas les mêmes. On va revenir sur cet aspect-là. Quand je dis champ d'application personnelle et territoriale, je veux dire quoi en des termes un peu pseudo-savants? C'est simplement que champ d'application personnelle, je vise la question à quelle catégorie de personnes morales on a affaire, à quelle catégorie de personnes morales s'applique l'impôt sur les sociétés. Et quand je parle du champ d'application territoriale, je veux dire quels sont les critères géographiques selon lesquels les sociétés et autres personnes morales sont imposées. On verra que là, il y a des différences sensibles entre l'impôt sur les sociétés et l'IRPP dans les catégories BIC et BNC. Ensuite, deuxième grande différence, les conditions de liquidation de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices industriels et des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ne sont pas non plus exactement les mêmes. Troisième distinction, troisième différence, les modalités de recouvrement sont particulières pour l'impôt sur les sociétés. C'est un détail, je ne l'ai pas fait figurer dans la diapositive, mais on verra qu'il y a une différence assez sensible et assez curieuse d'ailleurs. On va traiter ça très rapidement à la fin du diaporama. Et enfin, je rappelle que l'impôt, ou je dis que l'impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel aux bénéfices et non pas un impôt progressif comme l'est l'IRPP. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les origines, je dirais, et la place de l'impôt sur les sociétés en quelques mots sur ces aspects-là. Alors je vais poursuivre avec quelques commentaires rapides sur l'évolution de l'imposition des sociétés depuis quelques années.